Notre invité ce matin sur France Info est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. Jean-Michel Apathy. Bonjour Benjamin Griveaux. Nous ressentons tous bien sûr une grande émotion après ce qui s'est produit à Milas, 4 adolescents tués, un train a percuté un bus scolaire. Est-ce que nous ne savons pas, ce drame a eu lieu à 16 h. Nous n'avons aucune information sur les circonstances de l'accident. Est-ce que vous en avez? Écoutez, déjà, dire que ce qui s'est passé hier a bouleversé le pays, a bouleversé le responsable politique que je suis, a bouleversé le père que je suis. Okay. Et que ce matin, nos pensées vont déjà à tous les enfants qui sont en train de se battre contre les blessures. Il y a 8 personnes qui sont encore en urgence absolue. Il y a 4 enfants qui sont décédés. On pense évidemment aux familles. Les processus d'identification ont été difficiles. Oui. On pense aux proches, on pense à leurs camarades de classe et la cellule psychologique a été mise en place au collège pour accompagner parce que il y a les blessures physiques, et puis il y a les blessures psychologiques. Elles sont parfois moins visibles par définition, mais elles sont très dures à refermer. Moi, je veux objectivement saluer l'ensemble des forces de l'État qui se sont mobilisées, que ce soit les services de secours, les services d'accompagnement, gendarmerie, services d'enquête qui vont faire leur travail, et j'y viens. Et les services de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer sera auprès, la mobilisation a été assez auprès des enseignants. La mobilisation a été remarquable et elle est à saluer. Est-ce que vous avez des éléments sur les circonstances? 3 enquêtes vont débuter. Celle du bureau enquête accident, une enquête de la justice, bien sûr, et puis une enquête de la SNCF. Moi, je ne dispose pas à cette heure d'éléments. Il y a des éléments, évidemment, qui seront importants de connaître et qu'il sera important de connaître. La conductrice du bus est grièvement blessée, elle n'a donc pas pu être entendue, elle sera sans doute une personne importante à entendre. Donc à ce stade, on ne dispose pas d'éléments, sauf à savoir qu'a priori la visibilité était bonne et qu'il n'y avait pas sur ce passage à niveau de caractère défectueux. Voilà. Il n'était pas réputé accidentogène non plus. Maintenant, l'enquête va suivre son cours. Il est indispensable qu'on puisse évidemment faire la lumière. On le doit aux familles, on le doit aux proches, on le doit aux Français, et puis faire en sorte que si les responsabilités peuvent être établies très clairement, et bien qu'à l'avenir, sur les 15 000 passages à niveau que compte la France, et bien ce type d'événement tragique ne puisse pas se reproduire à l'avenir. La question que tout le monde se pose évidemment concerne les barrières de ce passage à niveau. Étaient-elles ouvertes, fermées? Vous n'avez pas d'informations à ce stade? Non, à ce stade, on n'a aucune information sur ce. Est-ce que ça relance le débat sur les passages à niveau? Il y en a plus de 10 000 en France, entre 10 000 Il y en a 15 000 en France. Pardon. C'est un débat que nous pourrions avoir aussi avec d'autres pays européens. Il y en a 18 000 en Allemagne. Il y a, entre 2003 et 2015, on a baissé de moitié les accidents liés à des passages à niveau. Il y a un plan qui a été mis en place, sécurisation, il y a 2 plans même. Un en 2008 par Dominique Bussereau, qui a été entendu hier, qui était très ému d'ailleurs, son expression. Et en 2013, il reste 162 passages à niveau à sécuriser dans le pays. Celui hier de Milas ne faisait pas partie puisqu'il était sécurisé. Donc à nouveau, il faut déterminer ce qui s'est passé pour pouvoir faire en sorte que ça n'arrive plus à l'avenir. Donc plusieurs enquêtes et bien entendu nous poursuivons sur l'antenne de France Info durant toute la journée. Nous observons attentivement ce qui se passe à Milas et dès que des informations pourront être données, notamment sur les circonstances de l'accident, nous le ferons bien évidemment. Nous allons parler, il faut enchaîner, la vie continue, de la politique. Benjamin Griveaux, François Hollande, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, était sur RTL hier soir, on l'écoute. Je suis pour que Emmanuel Macron, président de la République, puisse réussir son mandat. Il a jeté la rancune à la rivière, comme disait l'autre. Écoutez, je crois que quand on a été président de la République, quelle qu'a été sa sensibilité politique, si on n'a pas chevillé au corps l'envie que son pays aille mieux, que son pays réussisse et que son successeur soit dans sa mission accompagné... C'est très élégant et je vais vous dire une chose, beaucoup devraient s'en inspirer. Et parfois, les oppositions que nous avons devraient s'inspirer des mots de François Hollande et souhaiter que le pays réussisse. J'ai la faiblesse de penser que certaines de nos oppositions souhaitent que nous échouions pour pouvoir bénéficier d'une alternance politique. Des oppositions qui je reconnais beaucoup d'élégance, je lui reconnais beaucoup d'élégance et il a fait preuve d'élégance. C'est un observateur désormais de la vie politique. C'est sa liberté de s'exprimer comme il l'a fait hier.
C'est sa liberté de s'exprimer comme Ça il n'est l'a plus fait qu'un observateur hier. pour vous Et c'est une liberté qu'il faut respecter. Ça n'est plus qu'un observateur pour vous? C'est un observateur. Il est engagé dans méfiez-vous. La France s'engage, Méfiez-vous. qui est sa fondation. Je sais pas C'est si- un observateur engagé, si vous, Je ne sais pas si c'est si vous définirait souhaitez lui-même comme que ça. j'apporte une précision. Et je voudrais juste compléter votre propos, parce que des oppositions qui s'opposent dans une démocratie, c'est non seulement normal, mais nécessaire. Qui s'opposent, c'est Et nécessaire, mais en qui fait, ce souhaitent, que j'ai envie de dire, mais c'est qui ne autre souhaitent chose. pas que nous réussissions ou que le pays réussisse. Oui, mais ça, ou vous que avez été le dans, pays vous avez été réussisse. dans l'opposition. Quand vous étiez dans l'opposition, Nicolas Sarkozy... Moi, je souhaitais que le pays aille mieux. Vous savez, Oui, le mais matin, quand je me vous lève, êtes opposé, j'essaye. vous aussi. Le Vous matin, êtes opposé, vous aussi. j'entends bien, Jean-Michel Apathy, mais entre s'opposer et souhaiter que le pays ne réussisse pas, il y a deux choses. Moi, j'ai toujours souhaité que le pays réussisse, qu'il y ait moins de chômage, que l'éducation se porte mieux, que notre système de santé aille bien. Alors, celui qui vous critique ce matin, évidemment, l'actualité fait que ces propos ne sont pas beaucoup répercutés, mais c'est une critique importante. Vous l'avez peut-être vu, peut-être pas, mais en tant qu'ancien secrétaire d'État à Bercy, ça va vous intéresser. C'est le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, un personnage important qui dit, alors il le dit avec ses mots, c'est diplomatique, mais enfin l'attaque est vive, sur les dépenses publiques, la rupture n'est pas encore suffisante. Il vous reproche de trop dépenser d'argent, et c'est vrai qu'en 2018, la dépense publique va augmenter par rapport à 2017, et quand on voit l'état financier de la France, ça inquiète le gouverneur de la Banque de France. Qu'est-ce que vous lui répondez, Benjamin Griveaux? D'abord que pour la première fois depuis 11 ans, nous allons respecter les 3% de déficit fixés par nos règles européennes. Merci la croissance. Non, merci les efforts qui ont été consentis, puisque nous avons trouvé, je le rappelle, 8 milliards d'euros manquants à notre arrivée, et nous avons eu le cadeau laissé par la précédente majorité de la taxe à 3% sur les dividendes, qui a coûté la bagatelle de 10 milliards, dont 5 milliards dès cette année. Donc nous avons fait un exercice Ce que vous dit Villeroy de de Galhau. baisse massive de la dépense publique pour permettre de tenir les 3%. L'objectif 2018, à la elle va fin du augmenter. quinquennat, c'est d'avoir 5 points de dette en moins, 3 points de dépenses publiques, 1 point de prélèvement obligatoire. Je suis certain que François Villeroy de Galhau partage, en tout cas... il ne le dit pas, hein. dit, Il le partage, hein. Je ne sais pas s'il ne le dit pas, mais Non, il le ce dit dont pas, je non. suis certain, c'est que nos partenaires européens reconnaissent les efforts qui sont faits, reconnaissent les changements structurels qui sont engagés, et je suis certain que lui-même, d'ailleurs, au sein de la Banque de France, engage des efforts pour réduire la voilure. Vous restez avec nous, Benjamin Griveaux, il est 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Et on revient ce matin sur cette collision entre un car scolaire et un train régional. Les barrières du passage à niveau étaient-elles levées ou fermées au moment du drame? C'est la question. Les témoignages pour l'instant sont contradictoires. Le procureur et le préfet préviennent que l'enquête sera longue. Le bus et le TER ont été placés sous scellé. Les images des caméras de vidéosurveillance vont être analysées et des prélèvements aussi vont être effectués pour vérifier l'alcoolémie, la toxicologie aussi de la conductrice. Elle est actuellement grièvement blessée et n'a pas pu encore être entendue. Le bilan est de 4 morts et de 20 blessés. 8 collégiens sont toujours en urgence absolue ce matin. Ils étaient 10 hier soir. 2 d'entre eux vont donc un petit peu mieux. Édouard Philippe est arrivé très rapidement sur les lieux du drame hier soir. Le Premier ministre, sur tous les fronts en ce moment, jugé de plus en plus apprécié, de plus en plus, mais toujours jugé effacé. C'est ce qui ressort d'un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro. Un Français sur 3 ne connaît toujours pas correctement son nom, mais 1 sur 2 salue son action. Une première chez Ryanair en 30 ans d'existence. Les pilotes italiens sont appelés à débrayer 4 heures aujourd'hui pour dénoncer leur salaire et leurs conditions de travail. La compagnie irlandaise les menace en retour de geler leurs augmentations futures et leurs promotions. France Info. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Edwige Coupez signalait ce sondage Odoxa. L'action du Premier ministre est saluée, 60%. 56%. 56% d'entre eux la trouvent plutôt bonne, mais un tiers ne le connaissent pas. C'est quand même curieux, hein. Écoutez, en tout cas, je vous dis une chose, il gagne à être connu, le Premier ministre. Mais un tiers le connaissent Ça, quand même c'est une pas. chose importante, vous savez. Et croyez-moi, en politique, c'est sans doute même la chose la plus importante. Certains gagnent à ne pas être connus. Tout le monde, Il mène une action engagée auprès du président de la République depuis sa nomination à Matignon. Il est un chef d'équipe attentif
à ses équipes, cohérent dans son action et à la fois maîtrisant la technique mais ne se laissant jamais enfermer dans des éléments techniques. Il a été le maire du Havre et il est important, et on le voit et on le sent et on l'a vu hier à la Conférence nationale des territoires, dans le dialogue qui a été construit avec les collectivités locales, que, il trouve son chemin et chaque jour, c'est un plaisir objectivement de travailler dans cette équipe. Évidemment, ça ne dérange pas le président de la République de voir son Premier ministre aussi populaire, voire plus populaire que lui. Je comprends que vous essayez de remettre des coins parce que c'est l'histoire de la Ve République que le président de la République et le Premier ministre se mettent des coins entre eux. Voilà, il se peut que les choses soient en train de changer. Et à nouveau, la transformation politique qui s'est opérée en mai et au mois de juin dernier, dont peu croyaient, je l'entends, faites-nous le crédit que cette transformation politique se pratique y compris dans les comportements et que oui, le président de la République et le Premier ministre peuvent travailler ensemble sans imaginer que l'un se méfie de l'autre ou que l'un a de la défiance vis-à-vis de l'autre. Je vais citer approximativement un bon mot qui, je crois, appartient à Georges Pompidou. Donc, vous voyez, je suis en danger. Dès que le locataire de Matignon pose le pied sur le perron à Matignon, il pense à l'Élysée. Écoutez, Édouard Philippe est peut-être l'exception dans cette longue lignée. C'est ce que mais vous savez, nous sommes habitués à avoir fait des choses à caractère exceptionnel au sens premier du terme depuis un an dans la vie politique française. Dans l'actualité de cette semaine, il y avait le rapport qui n'a rien tranché sur Notre-Dame-des-Landes. Le président de la République a indiqué qu'il prendrait une décision avant la fin du mois de janvier. Et nous connaissons cette décision. Ben vous avez de la chance parce que moi, je ne la connais pas. 26 avril 2017, sur France 2, Emmanuel Macron. Il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Donc de le faire. Voilà la décision que prendra Emmanuel Macron. Ce que j'aime dans les passages que vous retenez, c'est qu'à chaque fois, il manque la suite du raisonnement. Donc moi, je vais vous le dire. C'est une accusation de malhonnêteté que je réfute. Non, il dit, on va le faire. Oui. L'aéroport, il le dit. D'accord. Et donc, quelle raison aurions-nous eu de nommer le 1er juin 3 experts pour demander une médiation et un rapport si la décision, Jean-Michel Apathy, avait déjà été prise? Nous ne sommes pas du genre à aimer perdre notre temps. Nous avons demandé un rapport à 3 experts. Pourquoi? Pour répondre d'abord à une première question, et ce rapport, vous dites, il ne tranche rien, ça n'est pas vrai. Il tranche une première question qui était de savoir s'il y a un besoin aéroportuaire dans le Grand Ouest français. La réponse est clairement oui. Bah oui, ça fait 50 ans qu'on parle de Notre-Dame-des-Landes, donc c'est oui. Oui, et ça fait 50 ans qu'il n'y a pas de décisions qui ont été prises. Oui, mais donc il y a un besoin. Oui, oui. Il y a un besoin aéroportuaire dans le Grand Ouest français. C'est important pour qu'il puisse se développer. Bon. Et il y a 2 options qui ont été explorées. Dans la consultation qui a été faite, mais il ne le savait pas le 6 avril, Emmanuel Macron, qui avait une autre option possible. Alors. Dans la consultation qui a été faite en juin 2016, une seule option était présentée. C'était on ne fait pas l'aéroport ou on fait l'aéroport uniquement à Notre-Dame-des-Landes. Une bonne consultation, c'est une consultation éclairée, avec peut-être des choix multiples et avec des options différentes. Et donc, ce qu'on a demandé d'explorer aux 3 experts, c'est de savoir... 1, s'il y avait un besoin, il est identifié. La réponse est oui. 2, s'il y avait une alternative, la réponse est oui, il y a une alternative, c'est une extension. Les 2 scénarios ont leurs inconvénients. Ça a été rappelé par le Premier ministre lors de la présentation du rapport mercredi à Matignon. Et donc, nous allons engager le dialogue, parce qu'on va présenter ça aux élus locaux, aux acteurs associatifs et aux acteurs du monde économique. Et la décision sera prise par le gouvernement avant la fin du mois de janvier. Emmanuel Macron était trop catégorique quand il était candidat, alors peut-être connaissait-il mal le dossier. Non, à nouveau... Il est important de pouvoir, il est important de pouvoir se déterminer à partir de faits très concrets. C'est pas le rapport qui nous a appris qu'on pouvait peut-être êtes-vous plus savant que le gouvernement sur ces sujets. Nous aurions aimé avoir votre expertise, Jean-Michel Apathy. Mais vous me l'auriez demandé il y a longtemps, je vous l'aurais dit. Ça fait des années qu'on parle d'agrandir l'aéroport de Nantes. Nous avons eu besoin, 1, de faire tomber la pression qui était forte, 2, de pouvoir engager le dialogue, et 3, d'avoir aussi un chiffrage des 2 options et avantages et inconvénients. C'est aussi ça pour prendre une bonne décision, et croyez-moi, et c'est ça la grande différence. Parce que c'est vrai que ça fait 40 ans, je crois même que la première publicité pour Notre-Dame-des-Landes, c'était une photo d'un Concorde avec marqué dessous Nantes, New York. Donc vous voyez, ça date. Bon. Et donc la décision sera prise et elle sera appliquée. Et donc on verra si ce sera conforme à ce que disait Emmanuel Macron le 6 avril ou pas. Quand est-ce que vous évacuerez la ZAD? Et à nouveau,
C'est en fonction de la décision qui sera prise que c'est pas automatique l'évacuation de la ZAD. Écoutez, il y a deux options. Soit l'aéroport se fait à Notre-Dame-des-Landes, et donc il y aura une évacuation de la ZAD. Soit l'aéroport, c'est une extension de l'aéroport existant, et il n'y a plus aucune raison pour les occupants de la ZAD d'y rester. Ça plaide ça aussi, ça plaide pour Nantes, en fait. C'est un abandon, sans le dire. Il y a beaucoup d'éléments qu'il faut C'est ce qu'on peut déduire de votre propos ce matin. À nouveau, est-ce que l'obsession, c'est de se dire on fait ce qu'on a décidé il y a 40 ou 50 ans, ou est-ce que l'obsession, c'est de se dire on répond à un besoin identifié qui est la sous-capacité aéroportuaire du Grand Ouest français? La réponse, c'est il faut répondre aux besoins, voilà, sans être borné. Et je le dis à nouveau, il y a des inconvénients aux deux solutions. Donc la décision, elle sera difficile, mais elle sera prise et elle sera appliquée. C'est la grande différence avec ceux qui parfois nous donnent des leçons et qui n'ont pas appliqué les décisions qui ont été prises ces 10 ou 15 dernières années. Dans l'actualité aussi, en ce début de semaine, il y avait le scrutin corse qui a donné une majorité aux représentants autonomistes et indépendantistes. Vous avez dit vous-même que la co-officialité de la langue corse que réclament ces élus, il n'est pas question d'y penser. Et nous avons noté au milieu de la semaine une intervention à ce propos de Ségolène Royal que je voulais vous faire entendre. Qu'on laisse aussi des évolutions sur la langue corse. C'est une reconnaissance culturelle, ce qui est une revendication des Corses sur la langue corse. Ils ont raison. C'est une question de culture, c'est une question de biodiversité culturelle. Et ça, la revendication sur la langue corse est parfaitement légitime. Ils ont raison, dit-elle avec un accent inimitable. Vous voyez, Ségolène Royal n'a pas du tout le même point de vue que vous. Il m'arrive de ne pas être d'accord avec Ségolène Royal. La langue de la République, c'est le français. C'est la Constitution. Est-ce que cela empêche d'avoir en Bretagne des écoles d'Iwan où on enseigne le breton qui est une langue magnifique? Est-ce que ça empêche dans le sud-ouest d'avoir des signalisations et des écoles où on enseigne le basque? Est-ce que ça empêche en Corse d'avoir aujourd'hui le corse enseigné dans les écoles? Non. Les langues régionales sont de très belles langues. Il faut les chérir parce qu'elles font partie de notre histoire nationale. Puisqu'il y a il a déjà été reconnu le particularisme corse dans le cadre de la collectivité. C'est une collectivité territoriale unique. Le scrutin de dimanche dernier en Corse n'était pas un scrutin sur l'autonomie ou l'indépendance, c'était un scrutin local qui faisait suite à la modification et à la création de la collectivité territoriale unique. Les habitants de Corse, le scrutin de dimanche soir, il était aussi là pour trancher les questions de développement économique, d'emploi, de transport, d'accès aux soins, d'environnement en Corse, qui sont des sujets du quotidien pour les habitants de la Corse. Parce que c'était dans le programme de ceux qui ont triomphé dimanche dans les urnes. Écoutez, la discussion... C'est aussi une expression du suffrage universel. La discussion se fera sur les sujets de développement, sur les sujets d'accompagnement de la Corse, pour que la jeunesse de Corse trouve demain un emploi, puisse construire son avenir. Ça vous embête que Ségolène Royal continue à faire de la politique? Elle est payée par le gouvernement pour être représentante sur les pôles arctiques et antarctiques. Et puis elle intervient dans le débat. Elle a critiqué Nicolas Hulot. Elle vous contrarie sur la Corse. C'est gênant ou pas? Non, écoutez, elle a toujours été une voix libre de la politique française. Il n'y a pas de devoir de réserve quand on a une fonction officielle? Nous ne sommes pas dans une logique où on bâillonnerait les personnalités, où moi je trouve très bien que chacun puisse s'exprimer. Le débat ne nous a jamais fait peur. Il est même sain qu'on puisse débattre. C'est peut-être parce que nous n'avons pas assez débattu des sujets de fond dans ce pays qu'il y a eu un certain désamour du politique, que les gens sont réfugiés parfois dans l'abstention, parfois dans les votes extrêmes. Débattons sereinement, sans caricature. Comptez sur Ségolène Royal pour ça. 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupès. La fin d'une attente impossible pour les parents des collégiens du bus percuté hier après-midi par un train régional. Toutes les victimes ont pu être identifiées au cours de la nuit. Le bilan de ce terrible accident est de 4 morts et 20 blessés. 8 collégiens sont toujours en urgence absolue ce matin. Ils étaient 10 hier soir. Une collecte de sang pour ces victimes commence en ce moment à Saint-Féliu-d'Amont, la commune d'origine des victimes. Et puis les élèves du collège de Millas sont actuellement pris en charge. Une cellule psychologique est ouverte. Des renforts ont été envoyés des autres établissements. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est attendu sur place dans la matinée. Dans l'actualité également, un Internet à 2 vitesses aux États-Unis. L'administration Trump a en tout cas mis fin à la neutralité du net au nom de l'investissement et de l'innovation. Les opérateurs vont donc pouvoir freiner, s'ils le souhaitent, l'accès à des sites jugés non rentables et donner plus de débit au contraire à des sites commerciaux susceptibles de payer. Le Canada promet de son côté de maintenir cette neutralité du net. Les handballeuses françaises face à la Suède, ce sera ce soir à 20h45 pour une place en finale du mondial en Allemagne. Les Bleus qui visent un nouveau titre, le dernier remonte à 2003.
Info. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Dans une vie précédente, vous étiez membre du Parti Socialiste. Vous avez peut-être rencontré Jean-Jacques Urvoas, qui a été un bref garde des Sceaux et qui est accusé d'avoir diffusé des documents couverts par le secret d'une enquête préliminaire à... comment s'appelle-t-il? Thierry Solaire, député Les Républicains à l'époque. Vous connaissez Jean-Jacques Urvoas? Vous avez une opinion sur ce que le Canard enchaîné a révélé? Alors, écoutez, d'abord, si les faits sont avérés, ils sont d'une très grande gravité, ce qu'a rappelé la garde des Sceaux. Maintenant, il y a une enquête qui est en cours et on n'a pas l'habitude de commenter les enquêtes qui sont en cours. Que le parquet transmette des informations à la chancellerie et au garde des Sceaux, c'est parfaitement légitime. C'est ce qui garantit l'unité, l'homogénéité de la politique pénale dans notre pays. Il est en revanche anormal que ces infos, une fois remontées, redescendent, si je peux m'autoriser cette expression. Bien sûr, ça nourrit le... Ça doit être conservé, évidemment, dans le secret de la chancellerie. Ça nourrit l'argumentaire de ceux qui souhaitent une indépendance du parquet. L'indépendance du parquet a été reconnue par une décision du Conseil constitutionnel encore la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Je sais que les syndicats de magistrature ont été, critiques à l'égard de cette décision. Ouais, très ambiguë. Je l'ai entendu. Les travaux qui seront engagés par Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, dans le cadre de la révision constitutionnelle, nous n'excluons pas de travailler à pouvoir encore apporter une garantie supplémentaire à cette indépendance. Mais à l'évidence... Mais vous y êtes hostile? Non, pourquoi dites-vous cela? Non, il n'y a pas d'indépendance, puisque de toutes les façons... il n'y a pas d'instruction individuelle. On voit bien que la remontée d'informations... Jean-Michel Apathy, ne tombez pas dans la caricature. Vous avez une décision du juge, constitutionnel, qui est un juge indépendant, qui date de vendredi dernier, qui consacre l'indépendance du parquet par rapport à la chancellerie, par rapport au garde des Sceaux. C'est pas le politique. Ça n'est pas le politique qui vous le dit, c'est le Conseil constitutionnel, le juge suprême en France. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je suis en train de vous le dire, on va travailler à des propositions dans le cadre de la révision constitutionnelle pour encore renforcer cette indépendance du parquet. Donc ne me dites pas qu'il n'y a pas d'indépendance du parquet dans le pays. Ça a été reconnu par le Conseil constitutionnel. Il y a un lien entre le parquet et le garde des Sceaux, mais c'est heureux parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que nos concitoyens ne comprendraient pas que le gouvernement ne dirige pas aussi et ne garantisse pas l'unité de la politique pénale dans notre pays. Thierry Solaire peut rester membre de La République En Marche Écoutez, moi je ne fais pas le procès dans le procès. Déjà, attendons ce que l'enquête judiciaire dira. Voyons les responsabilités des uns et des autres. Et si les choses devaient s'avérer exactes, les décisions seront prises. Vous savez, on n'a pas eu la main qui tremble sur ces sujets-là au sein de La République En Marche. Ce député de La République En Marche nous a surpris. Il s'appelle Hervé Berville. Il est élu dans les Côtes-d'Armor. Il est face à Jean-Jacques Bourdin. On l'écoute. Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite ? La prime de Noël. Vous savez ce que c'est que la prime de Noël? Alors moi je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Non, pas vous, non, en tant que député. Mais oui, mais les Français, eux, vous ne connaissez pas la prime de Noël? Mais je vous dis qu'en tant que député, je ne vais pas recevoir mais pas vous, évidemment. De député. Non, mais pas vous, mais les Français. Voir un député qui fait la loi couper à ce point de la vraie vie, des choses simples. Oui, alors ça c'est l'argument facile. Il a 27 ans, Hervé Berville. Il est arrivé du Rwanda à l'âge de 4 ans. Et l'école de la République lui a permis aujourd'hui d'être député de la Nation. Il peut arriver... C'est pas un élément explicatif, ça, qu'il soit arrivé à 4 ans. J'entends Jean-Michel Apathy. Il peut arriver à un parlementaire. Vous savez quoi? Les hommes et les responsables politiques, il leur arrive d'être faillibles. Personne n'est parfait. Il nous arrive de faire des erreurs. Il nous arrive de ne pas savoir. Nous ne sommes pas, comme vous, omniscients. Nous ne savons pas tout. C'est aussi simple que ça. C'est gentil, ça. Et vous savez, c'est un garçon qui est très engagé dans sa circonscription, qui a remporté sa circonscription, qui se démène au Parlement, qui passe de nombreuses heures, qui travaille beaucoup. Et donc, voilà, je l'ai vu le jour même. Il se trouve qu'on se croisait chez l'un de vos confrères. Il était catastrophé. Il y a de quoi, ouais. Enfin, surtout, moi, j'aimerais qu'on regarde tout le travail qu'il a accompli, parce que tout ce qu'il fait de remarquable n'est jamais souligné. Et d'ailleurs, ça vaut pour tous les parlementaires, quelle que soit leur sensibilité politique. On ne souligne jamais le travail remarquable qui est fait, les heures passées, les nuits passées au Parlement. On montre toujours le petit morceau qui va mal. C'est un état d'esprit, ça n'est pas le mien. Moi, j'ai plutôt tendance à voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je suis sûr d'une chose, c'est que cette fois-ci, la prime de Noël sera parfaitement intégrée. Puisque vous êtes porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, vous pourrez peut-être nous expliquer pourquoi la féministe Rokhaya Diallo a été écartée du Conseil du numérique que le gouvernement met en place. Monsieur Majoubi, qui est secrétaire d'État au numérique, dit que si elle avait figuré dans ce conseil n'aurait pas pu travailler dans la sérénité. Ça veut dire quoi ?
D'abord, le choix des personnes qui siègent au sein du Conseil national du numérique a été fait par la présidente, qui a été nommée il y a quelques jours, Marie Eklund. Elle a choisi 30 personnes. Et qui a choisi 30 personnes et qui a considéré que la présence de Rokhaya Diallo ne permettait pas sans doute au Conseil national numérique d'avoir la sérénité nécessaire à ces débats. C'est pas elle qui non, c'est pas elle qui a parlé de sérénité, c'est M. Majoubi qui a parlé de sérénité. C'est elle qui a estimé, le communiqué est fait de M. Majoubi, mais c'est Marie Eklund qui a aussi estimé qu'il n'y avait sans doute, peut-être toutes les diligences n'avaient peut-être pas été faites, mais que peut-être ça ne permettait pas au Conseil national du numérique, dont la mission est importante, de mener avec sérénité les débats auxquels il va être confronté, parce qu'il y aura beaucoup de débats. On a entendu la question de la neutralité du net. Pourquoi quel problème pose-t-elle d'après vous? Elle a des positions, et elle a eu des positions encore très récemment, qui... il est important d'avoir des gens qui ont des positions différentes, et le Conseil national du numérique réunit des gens qui sont d'obédience très différentes et dont un certain nombre d'ailleurs ne soutiennent pas les positions du gouvernement. Il y a des positions qui sont interdites alors ? Quand elle dénonce un racisme d'État institutionnalisé, oui, et quand elle soutient les ateliers de formation non mixtes dans l'éducation nationale, oui. Merci beaucoup Benjamin Griveaux, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.